Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèle à la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. L'histoire est terminée entre Vincent Karega et la RDC. Le diplomate rwandais a quitté Kinshasa ce lundi après réception de la lettre lui remise par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères lui notifiant son expulsion. Il est parti par Brazzaville en raison de la suspension du trafic aérien RDC-Rwanda. Patrick Ngou. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux ont montré le diplomate rwandais dans un canot rapide sur le fleuve Congo en destination de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Quelque peu avant de s'en aller, Vincent Karega a fait un post sur son compte Twitter. Il s'agit d'une photo souvenir avec son ancienne équipe en tant qu'ambassadeur en RDC. Photo souvenir avec mes collègues d'ambassade avant de quitter Kinshasa. Nous sommes ensemble. Merci pour tout. Dans un communiqué officiel signé ce lundi, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a demandé également au nouvel ambassadeur congolais accrédité au Rwanda de ne pas encore présenter ses lettres de créance aux autorités de Kigali. De son côté, le chargé d'affaires ad intérim de la RDC au Rwanda a été rappelé en consultation à Kinshasa. Ces événements sont la preuve de la crise persistante entre les deux pays voisins. La RDC continue à dénoncer le Rwanda qui soutient les rebelles du M23. Il faut dire que plusieurs raisons ont poussé la RDC à expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Je vous propose d'écouter ce que disait le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité et de défense présidée samedi soir par le chef de l'État. Au regard de faits qui précèdent, le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui. Son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et le retour immédiat des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5. De réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. La population de Goma, de nouveau révoltée par la situation sécuritaire assez préoccupante dans le Nord Kivu, les rues de cette province ont été inondées de monde ce matin pour dénoncer l'agression rwandaise en RDC. Le point général de la situation, c'est avec notre confrère David Lupemba, journaliste à Goma, joint au téléphone par votre rédaction. La ville de Goma s'est réveillée sous de fortes tensions ce lundi à la base. Des manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer l'agression de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo par les soutiens
qu'elle apporte aux terroristes du M23 qui occupent plusieurs localités et même cités dans le territoire de Rutshuru au nord de la ville de Goma. Par ces manifestations, les manifestants voulaient interpeller les autorités congolaises afin de prendre d'autres mesures de restriction en plus de l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda qui a été décidé à l'issue du conseil supérieur de la défense. Alors les manifestants sont partis de l'entrée président, c'est dans la partie ouest de la ville. Ils se sont dirigés vers la partie est de la ville, c'est-à-dire au poste frontalier dit petite barrière. C'est en tout cas les principaux postes frontaliers entre la RDC et les Rwanda. Là, ils sont allés dire ouvertement qu'ils ne veulent plus de l'agression rwandaise. Ils ne veulent plus que les Rwandais continuent à s'ingérer dans les histoires de la RDC, que les Rwandais cessent de déstabiliser la RDC. Et ils ont été dispersés, les manifestants ont été dispersés par des tirs de sommation et usage de bombes à gaz lacrymogène par les éléments de la police qui ont été déployés sur place pour contenir les manifestants et éviter tout débordement, parce que les manifestants voulaient en tout cas affranchir la frontière et aller jusqu'au Rwanda. Entre-temps, dans leur tournée, au fait, dans leur marche dans la ville, ils se sont aussi orientés vers le gouvernorat des provinces où pendant une à 5 minutes, ils ont chanté l'hymne national et demandé au gouverneur des provinces de pouvoir mettre fin à l'agression rwandaise en RDC. Donc, jusqu'au début d'après-midi de ce lundi, les activités socio-économiques restent paralysées sur toute l'étendue de la ville de Goma. Boutiques, magasins, commerces et écoles n'ont pas ouvert. Les transports en commun sont presque invisibles sur les grands axes de la ville sur les principaux carrefours de la ville de Goma. Mais également, il faut noter un dispositif sécuritaire très important dans les coins chauds de la ville de Goma. Les FARDC reprennent les opérations conjointes avec la MONUSCO. C'est ce qu'a annoncé le lundi le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu dans le but de combattre efficacement contre l'ennemi. Le général de brigade Sylvain Ekenge invite en même temps les organisations de la société civile à cesser d'organiser les manifestations publiques. Je vous propose de l'écouter. Convaincu que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre. C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patrouilles conjointes seront organisées avec la MONUSCO pour atteindre cet objectif. Une fois encore, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. La crise RDC-Rwanda était sur la table des discussions hier dimanche entre le président de la République et l'émissaire du chef de l'État angolais. Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de l'Angola, a souligné que la feuille de route de Luanda a été largement évoquée. On l'écoute. Le président Lorenzo avait reçu un mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui.
Il a été clair à Dakar quand il a participé à la conférence de paix et la sécurité en Afrique, qu'il continuerait donc à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe chez son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Et il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. Et le médiateur écoute toutes les parties et à la fin on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshisekedi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qu'il vaut. C'est ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive, et nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. La situation sécuritaire dans l'est du pays, précisément dans le Nord Kivu, demeure préoccupante et inquiète au plus haut point la population de cette province. Des chefs coutumiers de la province du Sud Kivu voisine ont franchi le perron du bureau du ministre de la Défense nationale pour lui faire part de leurs préoccupations à ce sujet. Annie Akole. Représentées par le Mwami Kabaré, ces délégations de chefs coutumiers du Sud Kivu veillent des assurances du patron de la défense sur le rétablissement de la sécurité dans l'est du pays. Pour Gilbert Kabanda, il faut mobiliser de jeunes de leur région à intégrer massivement le rang des FARDC. Des campagnes de sensibilisation pour renforcer ou rajeunir nos forces armées et de police. Le ministre a pris acte et il a décidé d'instruire des commissions qui seront déployées très prochainement sur le terrain afin qu'elles veillent à ce que les chefs coutumiers soient impliqués dans cette sensibilisation à l'enrôlement des jeunes. Et de manière incidentielle, nous lui avons aussi posé la question sur la loi de programmation militaire. Il nous a sommairement expliqué en quoi consistait cette vision. D'ailleurs, il doit aller la défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Dans la foulée, le ministre Kabanda a pour le coup salué l'initiative heureuse des chefs coutumiers du Sud Kivu d'avoir participé à un atelier organisé à l'initiative de la MONUSCO. Un mot sur la justice, c'est pour ce mercredi les résultats du concours de recrutement des magistrats. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature l'a dit dans un communiqué. On en parle dans ce récit de Annie Akole. Cette annonce a été faite par le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature dans un communiqué officiel rendu public en fin de la semaine dernière. La publication de ces résultats se fera au cours d'une conférence de presse qui aura lieu à 14 h à l'immeuble Kwango, place Royale, dans la commune de la Gombe. En attendant la publication officielle des résultats du concours national de recrutement de magistrats, le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature invite les candidats magistrats et le personnel intéressé au calme et à la sérénité et les exhorte à se fier uniquement aux informations officielles et à celles publiées sur le site web du Conseil supérieur de la magistrature www.csm/rdc.cd, conseille les secrétaires permanents de cette juridiction. Pour rappel, au moins 34 000 candidats ont passé cette épreuve dimanche 9 octobre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Le CSM attend recruter 4 000 nouveaux magistrats. Les initiatives du contrôle parlementaire se multiplient à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs tiennent mordicus à avoir une lumière sur les questions socio-économiques du pays. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. La session de septembre, bien qu'étant budgétaire, n'a pas épargné les élus des élus à multiplier des initiatives pour chercher à en savoir un peu plus sur les questions socio-économiques qui préoccupent en République démocratique du Congo.
C'est dans cette optique que le sénateur Denis Kambaï a déposé au bureau du Sénat 7 initiatives de contrôle parlementaire, dont une interpellation adressée au ministre des Ressources hydrauliques et 2 questions écrites au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense, ainsi que 3 questions orales avec débat adressées respectivement au ministre de l'Agriculture, à celui des Infrastructures et celui en charge des Sports. S'agissant du ministre des Ressources hydrauliques, l'honorable Denis Kambaï Chibumbu lui a reproché de n'avoir pas amorcé les travaux de construction du barrage de Katende pour l'électrification du Grand Kasaï. C'est tout ce que nous pouvons faire comme travail. Nous n'avons pas de prison pour mettre les membres du gouvernement, mais conformément à l'article 100 de notre Constitution, nous ne pouvons que contrôler ce que l'exécutif fait. La structure ou l'institution qui doit faire ce travail de terrain par rapport à que demande le peuple s'appelle le gouvernement. Et nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons que contrôler ce gouvernement pour savoir est-ce que le gouvernement fait son travail ou pas. Et nous allons rentrer d'ici là en vacances parlementaires. Le peuple nous posera la question, vous étiez là, qu'avez-vous fait? Il y a des conséquences. C'est de dire à un membre du gouvernement, soit il est à sa place ou il n'est pas à sa place. C'est ça la finalité d'une interpellation. Sachez par ailleurs qu'en dépit des actions de contrôle parlementaire initiées par les sénateurs Denis Kambaï, plusieurs autres initiatives parlementaires ont été entreprises par des sénateurs à l'endroit de quelques membres du gouvernement central. Elles visent entre autres le ministre du portefeuille au sujet de la relance de l'AMIBA et le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, concernant l'opérationnalisation du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Aucune couche de la population ne restera à l'écart des préparatifs des consultations électorales prévues en 2023. Tel est l'objectif de la Commission électorale nationale indépendante. C'est dans ce cadre que le vice-président de cette institution d'appui à la démocratie a conscientisé quelques organisations des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. La séance s'est déroulée au Collège Boboto. Reportage. Ce cadre de concertation CENI, genre, inclusion et élection a connu la participation des diverses organisations, notamment les personnes vivant avec handicap, le peuple autochtone, les associations féminines, des jeunes avec l'accompagnement des partenaires d'appui au processus électoral tels que l'ONU Femmes, l'IFES, l'IRI et le PNID. Le vice-président de la centrale électorale qui a conduit la séance a fixé l'assistance sur le ferme engagement de la CENI d'inclure toutes les parties prenantes au processus en cours. Cela dans le but qu'aucune couche de la population ne reste à l'écart des préparatifs des consultations électorales prévues en 2023. La CENI est résolument engagée à tout mettre en œuvre pour accomplir la mission légale qui lui est confiée, celle d'organiser en toute transparence, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques, transparents et apaisés. Pour y parvenir, la CENI a développé des outils essentiels à savoir la feuille de route du processus électoral 2021-2027, publiée le 3 février 2022. Ce document public, accessible à tous, retrace de manière claire et séquentielle la périodicité d'exécution des opérations pendant la période préélectorale, électorale et même post-électorale. Après l'intervention du vice-président de la CENI, s'en est suivi d'autres interventions des membres de la centrale électorale qui, à leur tour, ont invité les participants à faire preuve d'une attention soutenue pendant ces assises. Ces derniers ont martelé que la CENI favorise l'implication du genre et l'inclusivité dans toutes les étapes du processus électoral en cours. Rappelons que ce cadre de concertation a été également consacré aux travaux marqués par 3 exposés sur différentes thématiques, notamment la présentation des outils sur la promotion genre et inclusion de la CENI faite par Mme Joséphine Ngaloula. La cartographie électorale, les opérations et les innovations contenues dans la loi électorale étaient également à l'ordre du jour. Les cours reprennent finalement dans les universités et instituts supérieurs. Les enseignants du RAPUCO ont décidé de suspendre leur mouvement de grève déclenché depuis quelques semaines. Décision prise à l'issue d'une réunion tenue dimanche avec le ministre de tutelle Moïndo Nzangi. On écoute leur représentant à l'issue de cette réunion. Il a été décidé à l'unanimité de la suspension
de la grève de professeurs des universités et instituts supérieurs publics déclenchée depuis le 22 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision supra est motivée par la signature d'un communiqué final entre le gouvernement et le RAPICO sur base de nettes avancées enregistrées dans les revendications du syndicat des professeurs face à la volonté formalisée du banc gouvernemental comme précédemment expliqué dans un communiqué récent publié par le comité directeur du RAPICO. Par conséquent, il est demandé à tous les professeurs des universités et instituts supérieurs publics de la République démocratique du Congo de reprendre toutes leurs activités académiques. Tout à fait autre chose. 11 morts, dont 2 policiers. C'est le bilan des incidents survenus après les concerts de l'artiste musicien Fally Ipupa samedi dernier. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur qui a fait le constat dimanche parle des morts par étouffement. Commentaire Patrick Ngo. Pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, ces actes sont inacceptables et ne doivent pas rester impunis. Il faut que les organisateurs qui vont au-delà de ce qu'ils se seraient convenus, et avec la police, et avec le stade, que ces organisateurs de ces manifestations-là soient sévèrement punis. On compte des morts, et Kinshasa et la République n'en ont pas besoin. Ça doit s'arrêter. Le stade de martyrs de la Pentecôte, comprenant 80 000 places assises, au moins 120 000 personnes se sont présentées au concert de Fally Ipupa, débordant ainsi le nombre requis. Dans les hôpitaux, certains blessés ont témoigné. Quand j'entrais par la porte du stade, je suis tombée et on m'a marché dessus. J'ai ensuite perdu connaissance. On m'a amené à l'hôpital par l'ambulance. J'ai déjà reçu les calmants, pas encore le soin. Sur son compte Facebook, la star congolaise a présenté ses condoléances aux familles éplorées en se disant consternée pour ce qui est arrivé à ses fans. Il a réalisé le monument d'Etienne Tshisekedi, mais il n'a toujours pas reçu son paiement. L'artiste et sculpteur Gibson Chiluka, qui dénonce que la paternité de son œuvre d'esprit lui soit volée, invite le chef de l'État à s'impliquer pleinement pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Cet artiste plasticien est l'invité de l'entretien du journal. Il répond aux questions de Patrick Ngouo. Suivez donc un extrait. Bon, en fait, ces projets, les acquis projets, mon dans la zone il y a ko travailler est vraiment à mener bon les projets moko na sepela ki nango makasi mais naza un peu lésé na ndenge tisiko non na se retrouver na ba droit na ngaite c'est parce que ça na moto a commandaki moto mususu mais moto yo ayeko saba démarche pour na œuvre bima moto mususu de yango ayeko sala moi des ordres wana ce qu'on a mesure il y a sur la client n'angai bien donc pasteur Mike Kalambai, j'espère que tout le monde va bien. Hier mon commandant qui œuvre d'art a commandant qui œuvre d'art elle a pris place na salle là qui œuvre d'art na lopango na salle là qui œuvre d'art mokolo lopango a entamé démarche pour abimisa œuvre abimisi yango a qui offrir yango na maison civile sans pourtant qu'on conscientiser biso nanga moko artiste na pasteur Maïka. Yango nde nazo senga na chef de l'État ameka ko soutenir biso ba petites et moyennes entreprises parce que na réaliser na immortaliser papa naï. Ce journal est complètement refermé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Juste après, suivez l'entretien qu'a eu notre confrère Patrick Ngo avec l'artiste sculpteur.